Bon, bah, bonjour à tous, hein, voilà, alors, on va faire une petite vidéo sur la pseudo-archéologie, hein, définir ce que c'est. Alors, c'est quoi? Bah, pas très compliqué, hein. Pseudo-archéologie, ça vient de pseudo, qui veut dire faux en grec, hein, et l'archéologie, hein, l'étude du passé à travers les restes matériels, voilà. Donc, c'est une fausse étude du passé à travers les restes matériels. Voilà, c'est défini, c'est plié, à la prochaine vidéo, on passe à la suite. Au revoir tout le monde! Comment ça, générique de fin déjà c'est un peu court, oui. Excuse-moi d'intervenir, mon cher Alexis, mais je te connais bien. Je sais que tu connais le sujet très très bien et que normalement tu es un petit peu plus bavard que ça. Donc si tu veux bien développer, alors on y retourne. Allez, on y retourne. Bah oui, hein, parce qu'en fait, c'est aussi vieux que l'histoire, quoi. Enfin, presque même plus vieux encore, hein. Parce que tu vois, les premières pseudo-histoires, ce sont les cosmogonies, les récits de création du monde. Par exemple, lorsque les Grecs nous parlent d'Ouranos et de Gaïa, bah, ils mettent en récit, en fait, leur propre histoire, mais sur aucun fondement réel, hein, c'est de la croyance. Quand Rome, de son côté, invente les personnages de Rémus et de Romulus, bah, c'est aussi de la pseudo-histoire, il n'y a pas de fondement matériel. Quand les Saxons se disent être les successeurs des descendants de l'armée d'Alexandre, bah, c'est encore de la pseudo-histoire. Mais à cette époque, l'histoire en tant que science n'existe pas, donc ces récits sont d'abord des récits de fondation, ce qu'on appelle des ethnogénèses. Ce sont des croyances autant que les religions, de raisons souvent liées aux religions. Elles ne se fondent pas sur des réalités, mais sur des traditions. On sait que ces traditions sont des croyances, parce qu'on a réussi à le développer, on a étudié les mythes. En revanche, la pseudo-archéologie, elle se veut être la vérité. Alors qu'en fait, c'est très très loin d'être solide. Par exemple, en histoire de l'art et en archéologie, on ne se fonde pas sur les traditions, on ne se fonde pas sur les croyances, mais sur des données tangibles, des sources, et l'analyse de ces sources. Et on produit du savoir et des études. Et alors la pseudo-histoire, ça se fonde sur des traditions, pas sur des données tangibles. Bah oui, et c'est là que commence le problème. Bon, on va poser des bases. La pseudo-archéologie, c'est le terme employé pour définir cette pseudo-science. Parce que les pseudo-archéologues s'appuient davantage sur des données matérielles que sur des textes, donc c'est plus de l'archéologie que de l'histoire, même si parfois ils mêlent également quelques textes ou quelques mythes qui existent. Alors, les pseudo-archéologues, ils mettent en avant des corrélations illusoires et des corrélations hasardeuses pour faire croire, par exemple, à l'existence de civilisations anciennes, nécessairement supérieures, venant de l'espace, ou d'une région particulière, ou encore d'un continent qui a disparu. Et là, je prends quelques exemples, je ne suis pas exhaustif. La pseudo-archéologie invente un récit fantasmé du monde, souvent avec un but politique, religieux, spirituel, personnel parfois. Voilà la courte définition de la pseudo-histoire que donne Sean Rafferty, qui a travaillé sur le sujet. Lui, il parle de pseudo-histoire, c'est le thème qu'il emploie dans son étude sur la mythification du passé. Pour lui, c'est une mésinterprétation et ou une fabrication des événements du passé pour créer une fausse narration, le plus souvent pour se conformer à un agenda politique. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on peut encore développer parce que c'est une vision à minima, c'est une définition à minima de ce qu'est la pseudo-histoire. Alors, quand est-ce que ça commence? Quelles en sont les grandes théories? Quelles en sont les conséquences? En réalité, la pseudo-archéologie est presque aussi ancienne que les sciences historiques elles-mêmes. Sachant que les sciences historiques se mettent en place au XIXe siècle et sont établies comme sciences avec des méthodes et des pratiques spécifiques dans les années 1850-1860 et se développent de plus en plus. Ouais, ça serait bien qu'on en reparle. Oui, tu as absolument raison, il faut écrire une histoire de l'histoire, ce qu'on appelle une historiographie. Alors, la pseudo-archéologie, reprenons là-dessus, commence à se mettre en place dès cette période, dès cette fin du 19e siècle, et elle part notamment d'un récit mythique, celui de l'Atlantide. Donc, voilà, l'Atlantide, c'est un peu la base. C'est la reprise du récit de Platon, et elle est une des bases assez fondamentales dans la pseudo-histoire, parce que beaucoup vont s'en servir, et vont la modifier, la moduler, l'améliorer, mais elle est utilisée comme un principe assez général.
En plus, au XIXe siècle, l'Atlantide revient en surface avec l'étude des civilisations mésoaméricaines, des civilisations d'Amérique centrale, avec par exemple Augustus le Plongeon, qui va lier ces civilisations d'Amérique centrale, de Mésoamérique, avec l'Atlantide. Mais ce qui va donner vraiment le coup de fouet, le départ à cette pseudo-archéologie, c'est le récit d'Ignatius Donnelly, qui publie en 1881 Atlantis and the Antediluvian World, Atlantis et le monde antédiluvien. Voilà, et c'est un ouvrage important qui est encore publié. Malgré toutes les erreurs qui sont dedans, malgré ses biais, malgré son ancienneté, malgré un message politique très marqué, parce que pour Donnelly, les Atlantes, ils sont blancs, voilà. Ouais, ça serait-il pas un petit peu raciste, ça? Oui, carrément raciste, on peut y aller, on peut le dire, et c'est quelque chose qu'il faut retenir comme très important dans la pseudo-archéologie. Donc Donnelly, il met en place l'idée d'une civilisation mère, l'Atlantide, qui a donné naissance à toutes les grandes civilisations, dont notamment l'Égypte pharaonique, les civilisations mésoaméricaines et andines, donc les civilisations d'Amérique. Voilà. Ça, c'est une base. Parce que quasiment toutes les recettes de la pseudo-archéologie sont déjà dans ce livre. Accepter des récits mythiques comme réels. Par exemple, ici, le récit de Platon. Utiliser des petits bouts de mythes pour faire corréler des choses, créer des corrélations hasardeuses. Voilà, comme toutes ces civilisations adorent le soleil, forcément, elles seraient toutes liées, alors que, en réalité, d'abord, elles n'adorent pas toutes le soleil, et puis ensuite, les principes sont très très différents. Et puis, un élément très important, ne prendre en compte que les données qui vont dans le sens voulu, faire du cherry picking. Voilà. Ignatius Donnelly, il est assez vite rejoint par d'autres formes de pseudo-archéologie, celles qui mêlent le passé mythifié à la spiritualité, mais aussi avec une vision prophétique, un récit quasiment déjà écrit du futur. Et c'est par exemple le récit de Jelena Blavatsky, fondatrice de la théosophie. La théosophie, c'est une pseudo-philosophie inventée à la fin du XIXe siècle qui propose une histoire humaine fondée sur la spiritualité, le spiritisme même, et l'ésotérisme. Oh la vache, ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Oui, il faudrait aussi en faire une vidéo parce que la théosophie, c'est tellement de choses qui sont mêlées et c'est tellement utilisé encore par les pseudo-archéologues qu'il faudrait revenir dessus. Bon, mais pour elle aussi, l'Atlantide joue un rôle important, mais elle va plus loin. Sa vision plonge dans un passé beaucoup plus lointain où elle invente des êtres purement spirituels qui n'ont pas de matérialité et que cette spiritualité, ces êtres spirituels vont être transformés à travers les âges pour devenir de plus en plus matériels avant de repartir vers une forme de spiritualité. Le récit est construit comme une succession d'âges que l'humanité traverse. Elle essaie de montrer que c'était bien mieux avant et que les hommes vivaient en harmonie avec leur esprit, mais que la science, le matérialisme a tout corrompu. En fait, on a ici un récit du retour aux origines et une critique de la modernité. Ici, ce qui permet à Jelena Blavatsky de dévoiler cette pseudo-archéologie, son histoire à elle, c'est qu'elle dit avoir eu des contacts directs avec des êtres supérieurs, qu'elle appelle les êtres ascensionnés. En réalité, on s'est rendu compte dès les années 1880 que ces fameux êtres ascensionnés ou ces messages qu'on leur a reçus sont faux, qu'elle les a inventés elle-même. Tous ces récits sont centrés sur une culture européenne. C'est une critique également du monde présent, et ces deux facteurs, centrage sur les cultures européennes ou occidentales et critique du monde, se retrouvent encore dans la pseudo-archéologie. Dans ces deux récits fondateurs, Donnelly et Blavatsky, on trouve encore les mêmes méthodes qui perdurent. On mélange fiction-réalité, on tronque des sources ou on crée des sources invérifiables, on se sert de monuments extraordinaires, on se sert de récits qui permettent d'avoir une vision d'ensemble du monde, à la fois dans le temps et dans l'espace. On utilise les catastrophes planétaires, on utilise la forme de l'oubli. Il n'y a plus de mémoire parce qu'on aurait oublié. Et puis, on se plagie, on se répète de manière générale. Jelena Blavatsky, par exemple, en plus d'avoir inventé ces fameux êtres ascensionnés et les messages qu'on aurait reçus, elle reprend des notions d'autres auteurs de science-fiction de son époque, par exemple sur le vril, une espèce de force assez particulière. Et en fait, ces méthodes qui sont créées à la fin du 19e siècle, elles vont se stériliser.
Elles sont encore employées par les pseudo-archéologues avec des transformations au gré de quelques connaissances nouvelles, mais en réalité assez peu. Par exemple, ceux qui pensent qu'il y a une catastrophe au moment du Rias récent, et que cette catastrophe, peu ou prou, c'est le déluge. Ceux qui partent du récit de Platon en disant qu'il est forcément vrai, mais en le replaçant à une autre époque. Ou encore ceux qui se servent de la pyramide, mais comme étant un élément qui est fondé autour des questions d'énergie libre. Enfin voilà, tout ça est mélangé. Ah oui, bah parlons-en de ces idées saugrenues. Ouais, mais oui, il faudra en parler évidemment, mais c'est là la différence importante entre l'histoire comme science et la pseudo-archéologie. Les pseudo-archéologues sont restés dans les récits du 19e siècle, celles des aventuriers comme le capitaine Fawcett, ou celle encore plus récente d'un Indiana Jones. Alors que l'histoire de l'art, l'archéologie, ne cesse de s'améliorer et de se perfectionner. Ces sciences ont mis en place des nouvelles méthodes, plus sophistiquées, plus précises. Elles ont posé un autre regard sur le passé, ont ouvert de nouveaux champs de recherche et se sont appuyées sur des outils de plus en plus efficaces. Alors que de son côté, en fait, la pseudo-archéologie restait complètement tankée, encaléminée, s'il te plaît, bloquée, tous les thèmes que tu veux. Au mieux, elle s'adapte aux nouvelles représentations et à des objets plus modernes. Elle parle d'espace, on n'en parlait pas au 19e, ou très peu, parce que la conquête spatiale est passée par là. Elle parle d'énergie, notamment dans les années 80, lorsque la crise économique et la crise énergétique est arrivée. Elle parle d'écologie, parce que le réchauffement climatique est aujourd'hui une donnée tangible. Voilà. Elle s'appuie sur des spiritualités différentes, en intégrant les questions du New Age. Prenons l'exemple de l'irruption de l'espace. C'est un peu une des grandes nouveautés de la pseudo-archéologie. Puis dans les années 1960, Robert Charroux, celui qui fonde en réalité la théorie des anciens astronautes, va proposer que la grande civilisation avancée, elle vient de l'espace. Son récit est repris, popularisé par Erich von Däniken, connaît des variantes, mais de fait, ce n'est qu'une transposition de l'Atlantide ou d'une civilisation mère à un passé plus récent et un monde un peu différent. Et aujourd'hui, en fait, ça n'a pas changé. Les pseudo-archéologues construisent le même récit. Une civilisation avancée technologiquement et ou spirituellement avancée a existé. Souvent les deux. Cette civilisation, elle serait présente dans des récits anciens qu'il faut savoir décrypter, que eux savent décrypter parce qu'ils ont cette révélation. Elle se trouverait également dans quelques artefacts, dans quelques structures spécifiques que ceux qui savent comprendre peuvent étudier. Les sites qui sont encore utilisés aujourd'hui, la Grande Pyramide par exemple, ou l'île de Pâques, ils sont déjà présents dans les récits de Jelena Blavatsky et d'Ignatius Donnelly. Quelques nouveautés, parce que c'est des découvertes plus récentes, comme Göbekli Tepe, par exemple en Turquie, ou les caves de Parabar, mais tout ça, en fait, ne fait que rajouter aux mêmes objets, aux mêmes structures. Cette grande fameuse civilisation avancée qui aurait donné les connaissances au monde entier, elle aurait été détruite par un grand cataclysme, assimilable à un déluge. Et puis la méthode est la même. On fait appel à des médiums, à des personnes qui ont des visions, comme Doréal ou comme Edgar Cayce. On interprète à sa sauce quelques objets. Par exemple, comme les pyramides, pas des tombeaux, puisqu'elles ne peuvent pas être égyptiennes, elles appartiennent à cette fameuse civilisation avancée, on dit on n'a pas trouvé de corps dedans. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Les textes ont été rajoutés par la suite. Là aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, ces pyramides, comme elles ne peuvent pas être des tombeaux et qu'elles ne sont pas égyptiennes, elles sont, alors, on coche la case préférée, des centrales énergétiques, des centres spirituels pour régénérer l'âme, des structures dans lesquelles le futur est écrit, des choses comme ça. Elles sont en plus tellement précises qu'on serait incapable de les refaire. Les mathématiques, toutes les mathématiques seraient dedans. Elles seraient placées à un endroit tellement particulier qu'elles serviraient de phare aux connaissances, à l'humanité, à des extraterrestres. Évidemment, tout ça c'est de la pure invention. Ça s'appuie sur rien. Mais bon, il y a quand même des choses qui ont un tout petit peu changé. Ce qui a beaucoup changé, d'abord, c'est les réseaux sociaux, qui permettent une plus grande diffusion de ces théories simplistes. Et puis, le complotisme. Le fait que les pseudo-archéologues ne cessent de répéter qu'on nous ment sur le passé et que ce mensonge, c'est un complot des scientifiques. En effet,
les réseaux sociaux ont pris le relais des publications grand public. Ils permettent de diffuser ces informations historiques et de créer des communautés qui vont se retrouver dans ces récits extrêmement différents. Et sur ces réseaux, on vient vite dénoncer le complot des archéologues qui, entre guillemets, savent la réalité sur le passé, mais la cachent. Cela participe au grand récit du « ils nous mentent ». On ne sait pas qui c'est in fine, mais ils nous mentent. Voilà aussi pourquoi la croyance en la pseudo-archéologie est dangereuse, au-delà de juste croire des choses erronées sur notre passé. Elle participe à une large défiance des sciences, de la vision du monde et du savoir acquis. Elle permet également des attaques contre les sciences en général et participe à tout ce récit dans lequel on met en doute les réalités et la recherche scientifique. La pseudo-archéologie, c'est donc l'invention d'un passé inventé, mythifié, en tronquant ces données réelles sur ce fameux passé. C'est une invention qui est intentionnelle. Elle promeut une vision fausse du passé à des fins politiques, spirituelles et économiques. Elle sous-tend également de nombreuses dérives politiques ou sectaires. Elle est un vrai danger, car elle donne un récit trompeur du monde. Au lieu d'expliquer le monde et les sociétés humaines du passé comme le font l'histoire de l'art et l'archéologie, et de nous apporter des clés de compréhension, la pseudo-archéologie donne un récit qui confine à la croyance et à la religion. Elle crée de l'ignorance. Elle offre un outil et des arguments fallacieux aux gourous, aux pseudo-thérapeutes et aux suprématistes en tout genre.